Ce podcast inclut du contenu généré ou enrichi à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations partagées sont fournies à titre strictement informatif et ne constituent ni des conseils financiers, ni des conseils d'investissement, ni des conseils juridiques. Nous vous recommandons vivement de vérifier ces informations de manière indépendante et de consulter des professionnels qualifiés avant toute prise de décision. Luxembourg Funcast, en français. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur le droit bancaire et financier luxembourgeois. Ses fondamentaux, mais aussi ses évolutions toutes récentes. C'est essentiel, je crois, pour comprendre pourquoi ce centre financier fonctionne si bien. Absolument. L'idée, c'est de décrypter un peu ce cadre qui est à la fois très stable et en même temps qui bouge beaucoup. On va regarder la loi fondatrice, celle de 93. Oui, et puis les textes plus récents, comme DORA ou la modification sur les garanties financières. Sans oublier, bien sûr, la stratégie luxembourgeoise, le rôle de la CSSF. La commission de surveillance du secteur financier, oui. Exactement. Et ce qui fait vraiment la spécificité de la place. Alors, commençons par le début. Cette fameuse loi du 5 avril 1993. Plus de 30 ans après, elle est toujours là, centrale. Tout à fait. C'est vraiment le socle. Son principe clé, c'est l'article 2. Il faut un agrément. Un agrément préalable pour être établissement de crédit ou professionnel du secteur financier. Les PSF. Les PSF, oui. Sans cette autorisation écrite de la CSSF, eh bien on ne peut pas opérer. C'est simple. Et cette loi, elle organise tout l'écosystème. Les banques d'un côté, et puis ces PSF qui sont une catégorie, somme toute, assez large. Oui, ça va des entreprises d'investissement classiques aux agents de domiciliation, par exemple, qui fournissent le siège social, les services administratifs, et même jusqu'aux PSF de support. C'est ça. Les fournisseurs des services informatiques, par exemple, qui sont cruciaux aujourd'hui. L'architecture a été pensée dès le départ pour pouvoir intégrer les nouveautés, en fait. D'accord, une base solide mais flexible. Voilà. C'est un socle sur lequel on vient ajouter les nouvelles règles, notamment européennes, tout en gardant une continuité. La version consolidée, d'ailleurs, on la trouve facilement sur le site de la CSSF. Et le gardien de tout ça, donc, c'est la CSSF. Créée en 98, elle est devenue incontournable. Sa mission, en quelques mots, La surveillance des marchés, la protection des déposants, des investisseurs, et puis un rôle très important dans la lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme, LBCFT. Elle est aussi l'autorité de résolution. Pour les grandes banques d'ailleurs, cette supervision elle est partagée avec la Banque centrale européenne, la BCE, dans le cadre du mécanisme de surveillance unique. Donc, obtenir cet agrément CSSF, c'est le passage obligé. Comment ça se passe concrètement? C'est un processus compliqué? Disons qu'il est rigoureux. Souvent, ça commence par des discussions informelles pour bien cadrer le projet. Puis, il faut déposer un dossier, très complet, via le portail IMAS de la BCE pour les banques ou directement à la CSSF pour les autres. Et les délais? La loi dit 6 mois pour une décision, une fois le dossier complet, et maximum 12 mois après la réception initiale. Mais attention, si la CSSF ne répond pas, ça vaut refus. Ça montre bien l'exigence sur la qualité du dossier. D'accord. Ce cadre de 93, il est solide, mais le monde financier bouge très vite. Justement, quelles sont les évolutions récentes qui ont un impact majeur? Vous parliez de 2 lois de 2024. Oui, exactement. D'abord, la loi du 1er juillet 2024. Elle intègre le règlement européen DORA. DORA, le Digital Operational Resilience Act. C'est ça. En gros, ça veut dire plus d'exigences sur la gestion des risques liés aux technologies de l'information et de la communication, l'éthique. Il faut faire des tests de résilience, notifier les incidents importants via le portail IDESC de la CSSF, et ça, c'est applicable depuis le 17 janvier 2025. D'accord, donc c'est déjà en place. Et l'autre loi, celle du 15 juillet 2024. Alors, celle-là, elle a une double casquette. D'un côté, elle transpose la directive européenne sur les prêts non performants, ça crée un nouveau statut, les gestionnaires de crédit. Et de l'autre côté, et ça c'est vraiment un point je pense très stratégique, elle modifie la loi de 2005 sur les contrats de garantie financière. Ah oui, la fameuse loi sur les garanties. Qu'est-ce qui change? L'ajout essentiel, c'est qu'elle confirme que la protection du droit luxembourgeois s'applique, même si une procédure d'insolvabilité contre le créancier gagiste ou le constituant est ouverte en dehors de l'espace économique européen. Le Ah oui, d'accord. Ça illustre bien l'approche luxembourgeoise, non? On transpose l'Europe sérieusement, mais on en profite pour renforcer ses propres points forts. C'est une stratégie consciente. Ah oui, tout à fait. C'est vraiment ça. Le Luxembourg respecte les règles européennes, c'est la clé pour l'accès au marché unique. Mais en parallèle, il consolide ses outils spécifiques, comme cette loi sur les garanties.
C'est ce jeu entre conformité et avantages compétitifs qui fait sa force. Un partenaire fiable dans l'UE, mais avec des atouts bien à lui. Et quels sont ces atouts distinctifs alors, Evelyne? Ces fameux Unique Selling Points. Bon, le premier, c'est clairement cette loi de 2005 sur les garanties. Une protection des créanciers très forte, un effet bankruptcy remote, une exécution qui se veut efficace. Deuxièmement, la stabilité. Politique, économique, la notation AA, ça parle. Oui. Troisièmement, l'expertise dans le transfrontalier. On pense aux fonds d'investissement, bien sûr, c'est mondialement reconnu. Et enfin, la flexibilité des véhicules, les OPCVM, organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou UCITS, les FIA, fonds d'investissement alternatifs ou IEFs, et puis la SCSP, la société en commandite spéciale, qui a beaucoup de succès. Et pour la suite, quelle trajectoire on peut anticiper ? Eh bien, je pense qu'on va rester sur cette stratégie duale. Il va falloir intégrer les prochaines étapes européennes. Le paquet LBCFT, MiCA sur les crypto-actifs. MiCA, oui. Tout ça avec un focus qui va rester fort sur la digitalisation, DORA pose les bases pour ça, et sur la finance durable. D'ailleurs, la Banque centrale du Luxembourg et la CSSF travaillent déjà ensemble sur l'intelligence artificielle. Ça montre cette volonté d'aller de l'avant. Très bien. Si on devait résumer notre discussion en 2 points essentiels à retenir, qu'est-ce ? Le premier point, je dirais, DORA est là. Depuis le 17 janvier 2025, la résilience numérique ce n'est plus une option. C'est une obligation légale stricte pour tout le secteur financier au Luxembourg. Et le second point, la loi du 15 juillet 2024. Au-delà de la directive sur les prénoms performants, elle a surtout bétonné la portée internationale de la loi sur les garanties financières de 2005. C'est un message fort envoyé aux acteurs mondiaux. Le Luxembourg renforce la sécurité juridique pour les transactions, même complexes et transfrontalières. C'est un avantage clé qui est consolidé. Ce podcast inclut du contenu généré ou enrichi à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations partagées sont fournies à titre strictement informatif et ne constituent ni des conseils financiers, ni des conseils d'investissement, ni des conseils juridiques. Nous vous recommandons vivement de vérifier ces informations de manière indépendante et de consulter des professionnels qualifiés avant toute prise de décision. Pensez à liker et à vous abonner le Luxembourg Funcast en version française.